De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Gracien Roukinikiza, Malika Cher et Daouda Attal sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Non, j'ai pas... Et donc, cette semaine spéciale consacrée à l'élection présidentielle au Togo, nous avons parlé hier des 10 ans de mandat du président Faure Gnassingbé. Place aujourd'hui à un dossier consacré à l'opposition, puisque nous vous le rappelons, depuis quelques années, l'opposition avait promis de s'accorder sur une candidature unique de l'opposition à quelques jours du premier tour de l'élection. Ce n'est toujours pas le cas. Ils sont 4 candidats de l'opposition à affronter le président Faure Gnassingbé. Ensemble, ils ont manifesté pendant plusieurs mois pour exiger des réformes politiques, mais c'est en rang dispersé que les partis d'opposition se présentent à la présidentielle du 25 avril 2015 au Togo. 4 candidats d'opposition seront face au président sortant Faure Gnassingbé. Il s'agit de Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement, Tchabouré Emegogé de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral, Bieri Tama du Nouvel engagement togolais et Tchassona Traoré du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Tous réclament une alternance au pouvoir, mais avec des programmes de société les unes aussi différentes des autres. Le président Faure Gnassingbé totalise aujourd'hui 10 ans à la tête du Togo. Il a succédé à son père, l'ancien président Gnassingbé Eyadema, qui est resté au pouvoir pendant 38 ans avant son décès le 5 février 2005. Même à cette époque, l'opposition politique n'a pas cessé de réclamer l'alternance au pouvoir. Comment se définit l'opposition aujourd'hui au Togo? Quelles sont ses revendications? Que sont devenues les alliances et fusions politiques mises en place depuis 10 ans? Au lendemain des élections présidentielles de 2005, plusieurs partis politiques togolais se sont réunis et ont réclamé des réformes politiques. Des coalitions de partis et de mouvements politiques se sont créées. Certains ont très vite été dissoutes, mais d'autres sont toujours actives. Seulement, ils n'ont pas pu s'entendre sur la désignation d'un candidat unique pour faire face au président sortant Faure Gnassingbé à la présidentielle du 25 avril prochain. Elle n'a pas un but commun, elle n'a pas d'idéal commun. C'est-à-dire que fondamentalement, le but d'une véritable opposition démocratique, c'est d'abolir la dictature. Mais ils ne sont pas dans cette logique-là. C'est-à-dire que leur logique, c'est surtout celle d'aller au pouvoir coûte que coûte, quels que soient les moyens. Tantôt ils sont Premier ministre, tantôt ils sont dans le gouvernement, le lendemain ils ressortent, après le surlendemain ils retournent. Donc ça veut dire que ce n'est plus une opposition qui répond véritablement aux aspirations du peuple togolais. Au-delà du jeu politique, plusieurs rancunes et rancœurs existent entre les formations politiques de l'opposition. Le désir de satisfaction personnelle est parfois à la base de l'échec de nombreuses démarches pour une alternance politique au Togo. Un peu avant que la date de la présidentielle d'avril 2015 ne soit fixée, plusieurs partis d'opposition ont très tôt décidé de boycotter le scrutin en l'absence des réformes politiques et constitutionnelles exigées. Une démarche très vite dénoncée par certaines formations politiques comme le Nouvel engagement togolais. Aujourd'hui, nous avons envie de briser un carcan, un piège, une prison dans laquelle on a placé les Togolais. C'est que les Togolais, depuis les années d'indépendance, ont toujours été écartelés entre 2 logiques aussi excessives l'une de l'autre. Ça a été autrefois le CUT et le CPN. Après, ça a été le RPT et l'UFC. Aujourd'hui, c'est l'UNIR et l'ANC. Le Bieri Tama du net a envie de trouver une 3e voie. Une voie qui parle au peuple, qui écoute le peuple, et une voie qui comprend que c'est grâce à toutes les énergies qu'on peut transformer ce pays. Une voie qui ne se focalise pas uniquement sur le fauteuil présidentiel. Selon plusieurs analystes, l'organisation de la masse des opposants est aujourd'hui nécessaire pour faire émerger une force politique cohérente à même de faire une pression durable sur le régime en place. Je pense que l'opposition togolaise n'a pas compris que c'est dans l'union que réside la force. Nous pouvons dire que depuis 1990 à ce jour, le paradigme que l'opposition togolaise a toujours emprunté demeure le même. Même si les acteurs ont varié, il y a en tout cas un certain nombre d'acteurs qui sont des héritiers de ce qui imposait de leur volonté. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'opposition est divisée, c'est lié au fait que certains pensent que sans le concours des autres,
ils peuvent arriver à réaliser l'alternance en 2015. Cela fait bientôt 25 ans que la question d'une candidature unique aux élections au sein de l'opposition est évoquée, mais elle est restée jusqu'ici un vœu pieux. J'ai cru en l'union de l'opposition. D'abord pour avoir, sur des études de mon parti, identifié que l'alternance dont tout le monde parle ne sera effective que grâce à l'union de l'opposition. Mais les problèmes qui font qu'aujourd'hui l'opposition togolaise stagne, les problèmes d'ego, les problèmes de prééminence, les problèmes messianiques, où certaines personnes se considèrent comme ayant le feu sacré, c'est ces problèmes en réalité qui aujourd'hui empêchent toute dynamique au niveau de l'opposition. La limitation du mandat présidentiel, l'organisation d'un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, ce sont entre autres les revendications que plusieurs partis politiques d'opposition ont portées depuis plus de 10 ans. Ces revendications sont toujours d'actualité. Il faut savoir raison garder. Le gouvernement s'est engagé à faire les réformes. Si le gouvernement avait fait des réformes, c'est-à-dire limiter le mandat et également offrir la possibilité de monter un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, cette division de l'opposition de toute façon ne serait pas aussi étalée. C'est-à-dire que tous ceux qui ambitionnent d'aller du moins aux élections peuvent y aller au premier tour. Mais au deuxième tour, les leaders de l'opposition avec leur formation politique se mettent derrière leurs collègues du monde qui aura du moins franchi du moins sur le premier tour. S'il faut gagner du moins ces élections, en tout cas pendant du moins ce quinquennat, donc il sera du moins obligé de faire ces réformes. De Sylvanus Olympio à Jerry Tama, en passant par Jean-Pierre Fabre, les leaders de l'opposition se sont succédés dans le temps. Ils ont tous réclamé de nombreuses réformes pour faire du Togo un pays véritablement démocratique où les droits de l'homme sont respectés. Aujourd'hui, ce combat continue. Les acteurs sont pour la plupart restés les mêmes. À leur côté, de nouveaux jeunes qui se sont intégrés avec un courant un peu plus moderne de la revendication politique. En dépit de cela, les réformes ne sont toujours pas opérées. En 2014, les réformes constitutionnelles contenues dans l'accord politique global ont été introduites au Parlement. Et sans grande surprise, elles ont été rejetées par les députés du parti au pouvoir à 63 voix contre, 27 pour et 1 abstention. Si aujourd'hui ces réformes ne sont toujours pas opérées, la grande responsabilité revient au parti au pouvoir selon certains experts. Quant à l'opposition, elle doit aujourd'hui lutter pour des intérêts communs et éviter la division, comme c'est bien souvent le cas depuis bientôt un demi-siècle. Daouda, on peut être déçu à quelques jours du premier tour de l'élection que l'opposition n'ait pas réussi à s'accorder sur une candidature unique? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est décevant, effectivement, et c'est pas une très bonne chose pour la démocratie dans ce pays, je pense, parce que ça aurait été vraiment, les forces auraient été un petit peu plus équilibrées, d'autant plus que, alors sans prendre parti, mais quand même, quand on a une élection à un seul tour, bon, l'idéal, c'est quand même qu'il y ait un candidat au pouvoir, certes, et une opposition qui est unie, pour démultiplier les chances, au moins, de faire face à Faure Gnassingbé, qui est quand même assez bien implanté dans son pays. Donc, ce sera très difficile pour le challenger Jean-Pierre Fabre de le battre. Mais en tous les cas, il a quand même quelques partis qui le soutiennent lui-même. Après, au niveau des autres, les chances sont moindres, que ce soit le leader politique qu'on a entendu dans le reportage, Jerry Tama, Aimé Gogué, Tiassona Traoré, ont des chances plus faibles que Faure. Donc il aurait été plus raisonnable peut-être d'essayer d'avoir une certaine unité. Mais on l'a vu dans les mois passés, l'opposition togolaise a essayé de s'unir, mais face aux guerres individuelles, aux intérêts de chacun, ils n'ont pas pu mettre en place une coalition. Mais dans tous les cas, l'important, et la chose qui est surtout importante, c'est que les élections se déroulent de façon transparente. Si le président sortant gagne haut la main les élections, c'est sa chance, c'est sa performance. Si l'opposition gagne, que la démocratie puisse s'exprimer, que le peuple togolais, son vote puisse être respecté, à mon avis, c'est ça le plus important. Malik, pourquoi autant de querelles au sein de l'opposition togolaise? Ça fait des années qu'ils n'arrivent toujours pas à s'accorder pour un seul candidat.
Je pense que c'est une question de personne, c'est de la politique politicienne. Daouda évoquait justement la multiplication des candidatures. Vous avez des personnalités qui ne veulent pas lâcher le morceau, entre guillemets, et qui souhaitent se présenter aux dépens justement de la population, parce que vous savez qu'on est dans une élection à un tour, et la moindre des choses, face à cette contrainte démocratique qui n'est pas vraiment démocratique justement, c'est de s'unir, c'est d'essayer de faire quelque chose, de contrebalancer le pouvoir. Donc vous avez quand même Jean-Pierre Fabre qui n'a jamais fait partie du gouvernement du président Faure Gnassingbé et qui a toujours été dans cette politique d'opposition qu'il faudrait plutôt soutenir. Il a eu quand même 33% lors de la précédente élection présidentielle. Je pense qu'on peut miser sur lui. Je pense que c'est quelqu'un qui peut quand même faire changer les choses. Ensuite, bon, vous avez d'autres personnalités qui ont commis une faute politique. C'est à mon sens une faute politique, c'est d'intégrer le gouvernement de Faure Gnassingbé. Je pense à Gilles Chris Olympio, qui a intégré le gouvernement, qui est reparti, qui en est sorti. Mais même si vous avez un désaccord avec le gouvernement, aux yeux de la population, c'est difficile de penser que vous êtes quand même un véritable opposant. Parce que dès que vous goûtez un peu au pouvoir, la population ne s'y trompe pas. Peut-être que ce n'est pas une raison valable. Je ne dis pas que c'est une raison valable de critiquer son action d'être rentré au gouvernement. Mais en Afrique, c'est comme ça. Dès que le pouvoir essaie d'intégrer des éléments de l'opposition, ça les fragilise automatiquement. Sachant qu'on est en présence d'un pouvoir fort, je pense que c'est difficile pour une opposition de s'organiser après que chacun ait pu participer à une organisation gouvernementale, d'autant plus celle-ci de Faure Gnassingbé. Oui, Gratien, en Togo, on a vraiment l'impression que plus les années passent et plus l'opposition perd de la crédibilité. Oui, c'est normal par rapport à la population. Quand on voit comment ils sont divisés juste pour se présenter aux élections, parce qu'il y a cette idée-là de se dire qu'on ne peut pas continuer d'exister politiquement si on se présente aux élections, si on ne se présente pas aux élections présidentielles. Donc, du coup, on se présente, on a peu de voix, et donc, du coup, même la population, c'est lui qui a voté pour vous, va dire finalement, le politicien ne représente pas beaucoup de choses. C'est aussi un problème de manque d'idéologie, de manque de programme politique. Si on a un programme bien défini, même la population peut entendre, les autres opposants peuvent adhérer au programme qui a été défini. Par exemple, on peut prendre le cas de Jean-Pierre Fabre. Si vraiment il avait un programme bien solide il essaie de convaincre les autres d'adhérer non pas à sa candidature en tant que lui-même, mais adhérer à ses idées, à ses projets, il pourrait y avoir un changement d'idée pour certains. Parce que de cette façon-là, si on se présente aux élections à un seul tour, des élections... Un tour. Oui, on peut. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui aura, si le président actuel a 30%, que les autres ont 5, 10, 20, il va gagner. Alors qu'en étant unis, ils peuvent avoir 40%, même le président s'il a 35%, donc ils auraient gagné. C'est vraiment une occasion de faire un changement parce que le Togo a été dirigé par la famille Gnassingbé depuis un bon moment. Il serait temps qu'il y ait un changement pour que le peuple sente vraiment les fruits de ce changement. Alors Daouda, sans être médium bien évidemment, mais on a une opposition qui perd de la crédibilité, qui manque d'idéologie, qui n'arrive pas à s'accorder sur une candidature unique. On a un scrutin à un tour. Tout ça, ça veut peut-être dire que ça va profiter à l'élection de Faure Gnassingbé. Oui, je pense que, bon, quoique, on ne sait pas aujourd'hui. Bon, les tendances quand même montrent que c'est, comme l'a dit Gratien, c'est quelqu'un qui est fort, implanté depuis son père, ensuite lui, etc. Donc, on pourrait faire cette projection. En même temps, si le fichier électoral est vraiment valide et régulier, je pense que quand même Jean-Pierre Fabre a ses chances également. Parce que tout dépend de ça. Rappelons que la dernière élection, Faure Gnassingbé avait quand même gagné à 60%. Ça, je pense déjà que ce n'est plus possible au Togo aujourd'hui. Maintenant, il y a des différences, il y a des divergents au niveau du fichier électoral. Prolonger la date de l'élection de 10 jours, pour réviser un fichier électoral, ça me paraît pas suffisant en tout cas. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Dépasser les délais constitutionnels? Non, dépasser les délais constitutionnels, il aurait fallu le penser avant.
puisqu'on avait le temps. On savait que l'élection, d'autant plus que c'est fixé dans la Constitution, allait arriver à telle date. Donc il aurait fallu le prévoir bien avant, tout le monde le savait. Je donne l'exemple du Sénégal, ça a duré 3-4 mois. Pendant l'élection de 2012, et l'opposition avait exigé la révision du fichier électoral, ça a duré longtemps et ça a été fait de façon transparente. Abdoulaye Wade a été battu par Macky Sall, mais en 10 jours, on ne peut vraiment pas réviser un fichier électoral, ça c'est une évidence. Hein. Et puis d'autant plus que l'opposition, quand même, est en train de décrier cela, étant donné qu'il y a certainement des doublons, il y a certainement des irrégularités que 10 jours ne peuvent pas permettre de déceler, etc. Il y a un certain nombre de marches, de manifestations qui sont prévues, notamment par des associations affiliées aux droits de l'homme, dans les jours qui viennent. Mais pour revenir à votre question, je pense que si l'élection se déroule de façon normale, transparente, à 100%, les deux candidats ont leur chance. Vous parlez de Jean-Pierre Fabre et du président Faure Gnassingbé. Alors Malik, là on parle de l'opposition, et pour parler plus généralement de l'organisation de ces élections, comme Daouda vient de le rappeler, l'élection a été reportée de 10 jours pour réviser le fichier électoral. Il y a eu beaucoup de couacs pour l'organisation de ce scrutin. Oui, beaucoup de couacs, et Daouda l'a rappelé, cette révision comme ça rapide du fichier électoral à quelques encablures de l'élection, c'est un automatisme qu'ont beaucoup de pouvoirs forts pour justement s'assurer d'organiser le scrutin en leur faveur. Ça existe dans plusieurs pays. En général, ils nomment même des proches à la tête de ces commissions justement chargées de la révision. Donc c'est une récurrence. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur la crédibilité, la transparence de Bien sûr, je pense élection. Que voilà, Alberto Olympio, je n'affiche pas aucune tendance politique en disant ça, mais a essayé quand même de voir s'il y avait beaucoup de doublons. Il s'est révélé qu'il y avait beaucoup de doublons. On a vu quand même des organisations internationales s'intéresser au fichier électoral. Donc effectivement, il y a des soupçons, c'est évident. Donc la transparence n'a pas été une chose qui a été acquise lors de la révision du fichier électoral, et le pouvoir justement a fait en sorte de limiter justement cette transparence. Alors on impute la responsabilité de la mauvaise organisation de ces élections au pouvoir, mais l'opposition a aussi peut-être un rôle à jouer. Oui, l'opposition a un rôle à jouer. L'opposition, par exemple, aurait obligé ou exigé d'avoir un temps. Parce que quand on révise la liste électorale, il faut que l'opposition ait un temps de vérification. S'il y a 2 semaines qu'on donne à l'opposition 2 ou 3 jours ou une semaine, il n'y a pas moyen de vérifier. Donc c'est un élément il fallait se battre sur cet élément. Mais en même temps, on peut dire que c'est surtout le pouvoir qui organise les élections, qui a la main pour bien faire au niveau de cette liste. Mais en général, quand on le fait, c'est qu'on se prépare à tricher ou à arranger quoi que ce soit. Ce n'est pas vraiment anodin un tel changement. Malik ? Juste, je voulais rajouter, je pense qu'il y a une faute qui a été commise par l'opposition, une partie de l'opposition, pas toute l'opposition togolaise, c'est d'appeler au boycott. Je pense, à mon sens, que le boycott... Vous avez appelé à l'arrêt du processus électoral. À l'arrêt du processus et du boycott, il faut le dire, de l'élection. Donc cet appel au boycott ne fait que renforcer les pouvoirs. Ça a toujours été comme ça. Dans tous les pays, dès qu'on appelle au boycott, ça renvoie une image de l'opposition qui n'est pas responsable. Et au mieux de lutter justement pour avoir des acquis démocratiques, pour justement lutter pour des causes justes, pour promouvoir une alternance démocratique, ces oppositions-là se rétractent et se disent non, nous on boycotte. Je pense que c'est une très mauvaise solution qui a été évoquée par beaucoup de partis politiques au Togo. Daouda, l'opposition n'a pas joué son rôle ? Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Malik sur ce point, parce qu'à un moment donné, quand on ne sait plus quoi faire... Et qu'on n'a plus de marge de manœuvre, qu'on a l'impression que tout est bloqué, le boycott pour parce que quand on s'engage dans le processus, qui s'engage prend des responsabilités et prend part et assume complètement les résultats de l'opération. Donc, quelque part, ils ont bien raison, quelque part, d'évoquer cette piste, en tout cas. Parce que... Alors, attendez, Gratien, rapidement, et après Malik. En tout cas, si on boycotte les élections, le président, il est élu pour 5 ans ou 4 ans. L'opposition a le président pendant 4 ans ou 5 ans. Donc, il y a... L'opposition reste dans l'opposition. Non, le boycott n'est pas... Messieurs, je suis désolée, c'est passionnant, mais je vais devoir mettre fin au débat puisque c'est l'heure de marquer une nouvelle pause, mais on se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.